Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur immobilier et fondateur de EasyInvest, qui est un facilitateur de projets immobiliers sur l'Île-de-France et ses environs. Vous pouvez nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram, et nos groupes Facebook dédiés pour l'un à l'investissement et pour l'autre à l'achat d'un logement en région parisienne. J'ai souhaité partager avec vous, avec ce podcast, des conseils d'experts de l'immobilier et de l'investissement en particulier. Des investisseurs, des marchands de biens, chefs de travaux, gestionnaires locatifs, agents ou gérants de fonds d'investissement. J'espère que vous apprécierez et que cela vous donnera envie de vous lancer dans cette super aventure. Vous pourrez commenter, noter, partager ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, je reçois Lénaïque Boucher qui a cofondé Cocoon, dont la mission est de chasser des biens à la location pour leurs clients locataires ou des entreprises qui souhaitent proposer un service haut de gamme pour fidéliser leurs employés. J'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Lénaïque, parce qu'au fond, il n'y a pas de bon investissement locatif tant que ce n'est pas loué, et si possible par un locataire solvable et de qualité. On va parler de tout ça avec Lénaïque, on va parler de demande, on va parler de location, et on va pas parler investissement pour une fois, mais de nos clients principaux qui sont les locataires. À bientôt et bonne écoute. Et on y va. Hello Lénaïque. Salut, Gary. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à moi et aux auditeurs, nous expliquer un petit peu qui tu es, que fais-tu et surtout qu'as-tu fait avant, parce que ce que tu fais, on va en parler longuement après. Nous expliquer un peu ton expérience. Bien sûr. Eh bien, écoute, du coup, c'est un parcours assez atypique en fait, parce que j'ai été diplômé d'une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon, qui est d'ailleurs très, très bien, donc j'ai gardé un excellent souvenir. Très bien. Et je suis parti à l'international pour un groupe qui s'appelle Sodexo, qui m'a formé au métier du service en Russie, et j'ai développé une activité en Inde. Voilà. Ok. C'est parti comme ça, un peu sur les chapeaux de roue. Okay. Mais du coup, j'ai clairement confirmé une zone, je pense que c'est une compétence d'excellence sur ce concept de business développement dans une zone inconnue, avec une culture inconnue. Et donc, j'ai reproduit ça dans ma carrière plusieurs fois. Parce que il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres voyages, donc la Côte d'Ivoire, où là c'était plus dans le transit. J'ai toujours travaillé dans les services en fait. D'accord. Mais bon, quand même, voilà, la Côte d'Ivoire, l'Italie, où là c'était plus de l'événementiel, parce que effectivement, ce que j'ai gardé de cette expérience chez Sodexo, c'était l'empowerment, donc la capacité à avoir le droit de mettre en place des choses et puis de présenter tes résultats, donc voilà. Et surtout ce contact émotionnel qu'on avait tous entre nous dans des moments difficiles qu'on connaît tous dans les prestations de services, qui vont du catering services jusqu'à la maintenance services. Et c'est ça qui m'a permis, quand je suis rentré, de monter une asso dans un premier temps plus événementiel culturel, et de me rendre compte aussi, en négociant toujours avec Sodexo, et finalement je suis pas resté chez eux, que j'étais fait pour faire des grosses marges, j'étais fait pour défricher des pays, mais pas négocier 0,1 point de marge arrière en mode diplomatie. C'est là où j'ai compris que ma personnalité était plutôt une personnalité de business qu'on appelle plutôt assez agressif, un pusher, pour renforcer un peu les portes. Et après, souvent, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de diplomate pour arrondir, pour tenir la longueur. Voilà, c'est ça. Faut bien s'entourer. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, donc beaucoup d'expériences internationales en fait. Dans ton parcours, t'as été dans pas mal de pays. Ouais. Et j'ai toujours bossé dedans. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et là, ça fait quelques années que je suis en pause en fait. Mais sans doute pour mieux repartir. Mais j'ai beaucoup aimé sortir du contexte qui est le nôtre, être dans l'inconnu, et du coup être dans l'observation plutôt que dans l'ego mal placé. Et c'était assez agréable de découvrir des cultures, avoir des nouvelles relations. J'ai gardé des très bonnes relations dans chaque pays. J'ai des amis dans chaque pays. Et c'est top, quoi. On se continue encore à se parler 20 ans après, et quand on peut se voir, on se voit. Et j'en ai pas beaucoup, mais des gens avec qui ça a vraiment bien fité, et qui sont. Je pense que quand on réfléchit à ce qu'on a fait de bien, je trouve que les bonnes relations sont sans doute un critère assez important à avoir en tête. D'accord. Ok.
Très bien. Euh, entre ton activité actuelle, dont on va évidemment parler beaucoup, et la dernière, quel a été le pont quand est-ce que tu as grosso modo terminé ta dernière expérience et quand est-ce que tu as commencé celle que tu occupes actuellement? L'avant-dernière expérience, elle s'est pas très bien passée. En fait, j'ai été chassé dans une boîte pour prendre la direction commerciale, dans une boîte du Nord. Ouais. Moi, j'étais à Paris et en fait, c'est aussi pour ça que l'idée de Cocoon est arrivée. Hein, donc, mais c'est vrai que ma femme était enceinte, on cherchait un nouvel appart pour avoir ce bébé. Et en même temps, je prenais mes fonctions dans une boîte où il fallait aussi justifier qu'on avait bien recruté. Puisque quand on rentre en directeur commercial, en fait, il faut encadrer bien sûr les équipes, mais surtout closer, quoi. Ouais, d'accord. Et c'était assez compliqué. Et du coup, c'était une boîte, je pense, qui était peut-être pas assez innovante à mon goût et qui avait pas du tout compris la marque employeur. Donc je me suis pas bien senti. Ça s'est arrêté. Et là, j'ai décidé de remettre tout à plat parce qu'on m'avait quand même chassé pour que ça s'arrête en queue de poisson. Je me suis dit bon, ça veut dire que t'es pas à ta place. Faut que tu réfléchisses. Donc je suis parti en voyage au Chili. En famille. On a fait un volcan qui s'appelle le Lascar. J'ai même été malade au sommet, quoi. Enfin, à 5005. Ouais. Mais je m'étais dit, comme ça, j'évacue toute cette période et puis je repars à la rentrée. Et quand je suis revenu à la rentrée, c'était en décembre 2018. Hein, puisque nous on a commencé officiellement en février 2019, mais oui, donc juste après. Voilà. C'était un petit peu avant puisque du coup je dois me mélanger puisqu'on a commencé, on n'était pas créé, on commence à réfléchir quand même depuis l'été. Donc c'était en août 2018, donc je confonds, mon voyage ça devait être en 2017 peut-être. D'accord. Ouais, désolé, je suis pas un pro. Non, mais on n'a pas répété avant. On pas les dates par cœur. Ouais, merci pour ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai ouvert les vannes et je me suis dit tiens, je vais donner déjà dans un premier temps pour recevoir. Je vais arrêter de me prendre la tête avec combien tu vaux, combien tu dois avoir comme salaire, parce que ça bloque beaucoup de discussions. Pas faux. Et j'ai beaucoup donné sur des projets différents. Et j'avais il y avait des gens qui avaient pensé à ce nom Cocoon. C'était mon associé Georges qui m'a présenté mon associé Alex, avec qui on a cofondé Cocoon du coup officiellement. Et ils avaient déjà cette idée qui m'a beaucoup plu. Je me suis projeté dans la marque et voilà. Et donc c'est parce que j'avais tous ces projets en cours qui m'ont permis de commencer à voir tiens qu'est-ce qui vaut parce que quand on collabore on voit bien au niveau des valeurs, au niveau de ce qui peut fonctionner, et je me suis tellement bien senti avec cette ambition là, ils m'ont un peu réveillé, quoi. Et quelle était l'idée de départ de Cocoon? Du coup, moi, très clairement, hein, si dans cette façon, dans ce moment de chercher un logement, ma femme était enceinte et puis cette prise de fonction, j'ai raté mes rendez-vous de prise de fonction, j'ai raté mes rendez-vous pour trouver un appart, et donc j'ai commencé à me demander mais qui peut m'aider pour le faire à ma place. Et là j'ai regardé, il y avait des agents de relocation qui prenaient 3500 €, et qui faisaient pas que ce service de chasse locative. Il y avait des conciergeries de luxe qui carrément prenaient 6, 7, 8, 9 000 balles. Il n'y a pas de limite. Voilà, et puis il y avait des sites qui n'ont fait que renforcer le côté anxiogène de la démarche. Bon, donc finalement, je me suis débrouillé, j'ai compté sur moi, et bien m'en a fait, puisque ça reste de la négociation. Mais en tout cas, j'avais gardé l'idée. Et pareil pour Georges, il avait un de nos associés qui, pendant qu'on commençait à monter des boîtes, qui du coup était pas dispo parce que pendant un mois, il a dû galérer pour trouver son appart. Et en fait, tout ce temps qui est extrêmement précieux, on s'est dit, voilà, à un moment donné... Il y a quelque chose à faire. Hein. Et du coup, effectivement, Cocoon, c'est un service personnalisé de chasse immobilière qui est dédié exclusivement à la location pour les salariés, les entrepreneurs et les freelances. Okay. Et on accompagne donc depuis la constitution du dossier, qui est notre premier pôle d'expertise, et non le moindre, on y reviendra, jusqu'à la signature du bail. Deuxième pôle d'expertise, et la façon unique dont on va recommander le bon chasseur par affinité,
Dans un premier temps, ça réinvente l'expérience de recherche locative qui est très tumultueuse, mais surtout, ça crée une complicité, un tandem, un accompagnement sur mesure qui est extrêmement puissant. D'accord. Donc tu es vraiment, on va dire, en tandem et en lien régulier et étroit avec ton client. Oui. Et donc tu vas vraiment t'occuper non seulement de lui trouver un bien, mais en plus de défendre son dossier, son projet auprès d'un bailleur ou d'un propriétaire. Et donc, oui, donc il a vraiment une aide à la fois pour trouver un bien et en même temps pour défendre son projet. Parce que, enfin, on va en parler, mais j'imagine que tu ne dois pas avoir que des locataires qui ont le dossier idéal, CDI, 3 ou 4 fois le salaire à pouvoir intégrer sur un loyer de base, etc. J'imagine qu'il y a aussi toute une partie, je vais t'aider à trouver, mais pas seulement à trouver, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de ton dossier, quoi. Alors, je vais le défendre auprès de quelqu'un. On parle pour certains dossiers de plaider. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y en a qui le méritent. Après, on ne défend pas tout le monde. On ne peut pas déplacer le curseur encore trop loin parce qu'on est encore un peu petit, mais en tout cas, c'est l'idée. Et puis, on est en France aussi. Exact. Mais effectivement, on va respecter l'inside du marché qui est le zéro défaut de paiement. Donc ça, nous, notre image vis-à-vis des bailleurs, c'est très clairement de fournir des dossiers extrêmement qualifiés. Et c'est vrai que dans notre process de sélection des clients, on a 2 entretiens de 45 minutes, 1 heure chacun, humain, en one-to-one, soit par visio, soit en physique, qui font qu'on connaît extrêmement bien nos clients et que du coup, on sait s'ils sont solvables ou pas. Et pour nous, un dossier solvable n'est pas forcément un dossier qui gagne 3 fois le loyer. Voilà. Donc c'est la marge. On a évidemment des gens qui n'ont pas le temps, qui gagnent très bien leur vie et qui vont nous confier des missions. Mais on a aussi effectivement un couple, il y en a un qui travaille pas mais qui est en train de se réorienter et qui va créer de la valeur, on n'en doute pas, parce que justement on a accès à la personnalité, à la bellezza de leur personnalité. Je dis souvent que l'on gagne les compétitions à la puissance des anecdotes que nous confient les clients. Ok. Ouais, ça c'est un truc qui est très fort chez nous. Il y a tout dedans. Parce que on fait ça, on gagne des compétitions, donc on est des joueurs, des conquérants. La puissance des anecdotes, c'est pas n'importe quelle anecdote qui permet de gagner la compétition. Donc il faut oser se mettre nu et confier une histoire qui va toucher quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on vient humaniser dans un premier temps pour présenter une personnalité. Et heureusement, c'est un discours qui commence à être reçu de plus en plus chez les bailleurs. Ils aiment bien savoir à qui ils ont affaire. Et c'est vrai que nous, le déclaratif digital, on a bien vu les limites, puisqu'on a ces 2 entretiens d'1 heure, donc on qualifie extrêmement bien le dossier et il n'y a pas de bullshit, quoi. Avec Cocoon, c'est vraiment... voilà, donc ils t'envoient toutes les pièces, évidemment, les justificatifs. Alors, comment ça se passe? Ils vont d'abord... Explique-nous le process. Voilà, exactement. Donc on discute, donc ils vont s'inscrire sur le site. Alors soit ils sont prescrits par un DRH, soit ils passent dans ce qu'on appelle nous le B2C, donc ils vont s'inscrire directement sur le site. Là, on fait ce premier profilage, ce premier call de découverte où on va évaluer la faisabilité du projet. Parce qu'on peut avoir déjà des premières surprises. Hein. C'est quelqu'un qui veut un T5 à côté du métro à 800 balles. Je parle de Paris. Voilà, ça, c'est pas faisable. Et après, du coup, on essaye de comprendre la personnalité pour justement préparer le matching. C'est-à-dire recommander le cocooner qui va chercher comme si c'était pour lui, puisque c'est notre promesse. Et comme on en a quand même 188, je disais tout à l'heure sur l'Hexagone, en Ile-de-France ils sont 85, y a du choix. Donc celui qui a un chien, on lui trouve un cocooner qui a un chien, parce qu'un chien c'est tellement impliquant dans sa vie au quotidien que bien sûr que c'est un critère de matching important. Si on a une passion, si on a quelque chose comme ça, c'est encore plus fédérateur, et donc c'est encore plus important. Le but du jeu, c'est de créer un tandem pour que ça soit le plus réactif possible, et que derrière le cocooner il est très content d'avoir quelqu'un qui lui ressemble. Il va chercher comme si c'était pour lui, donc il va en parler très bien, et du coup le bailleur, quand il écoute une plaidoirie ou une présentation d'un de nos clients, je pense qu'il a plus envie de regarder les autres dossiers, en fait, tout simplement.
Ouais, le but c'est de créer une alchimie entre les deux pour que l'un vraiment se mette à la place de l'autre et le défende comme un ami avec une passion commune ou des atomes crochus. Alors après, du coup, pour reprendre le process, après ils vont s'inscrire sur la plateforme. Là, ils peuvent uploader le dossier de location. Ce dossier de location, il est vérifié par nos expertes, ce sont des femmes, dans le service de dossier de location, qui vont regarder si c'est conforme à ce qu'on a noté dans ce déclaratif humain, est-ce qu'on a bien... voilà, elles vont re-regarder évidemment la solvabilité et valider la stratégie. Est-ce qu'on prend une caution locative ou pas, comment est-ce qu'on va mieux présenter le dossier, puisque leur boulot, c'est de réorganiser les éléments dans le dossier et puis de mettre en forme le Cocoon Pass. C'est le document qui est juste au-dessus du dossier et qui est notre document un peu marque de fabrique Cocoon que les bailleurs commencent à être habitués à recevoir, qui synthétise l'information et qui rajoute cette petite case humaine qui nous est chère, où on va pouvoir mettre en avant des personnalités de manière assez précise. Et après, le cocooner pressenti à qui on a proposé la mission, qui a le droit de refuser d'ailleurs, ils sont libres, il prend contact avec le client et là se passe un deuxième rendez-vous très quali dans lequel on rentre dans le cahier des charges. Et ce cahier des charges, c'est là aussi où il y a effectivement un rôle de conseil. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce qui leur plaît vraiment au fond d'eux-mêmes. Et ils ont des idées préconçues et souvent on trouve des choses un peu différentes. Donc ça, c'était assez intéressant de s'en rendre compte. Et du coup, sur la partie ciblée, par exemple, sur le... Les équipements ou la vue, etc. Exact, sur la vue, le quartier, il y a des gens, par principe, parce qu'on leur a dit qu'il fallait habiter dans le 16e, ils nous demandent d'habiter dans le 16e, sauf que quand on étudie leur vie et qu'on voit les passions, on se dit, tu fais du surf, tu fais du kite, habite à côté de Montparnasse et ça se passera mieux pour toi, quoi. Tu vois. Non, mais il y a plein de... Les gens, on les comprend aussi. Non, mais il y a plein d'habitudes, d'idées reçues, de réactions où psychologiquement tu te dis non mais moi je veux ça et pas autre chose, et en fait des choses sur lesquelles on peut discuter parfois et parfois jouer pour essayer d'ouvrir un peu les écoutilles des gens, quoi. Surtout quand il y a une contrainte budgétaire. En plus. C'est vrai que c'est classique, il y a deux contraintes, la localisation et le budget. Donc, il faut que le projet soit cohérent. Voilà. Déjà, à la base. Et voilà, et après le cocooner, on dit souvent que c'est le dossier de location, c'est l'armure. Et le cocooner, c'est le chevalier qui revêt l'armure et qui part au combat. Et qui va informer quotidiennement son client du nombre de bâches qu'il va prendre en son nom. Du coup, son boulot, c'est de prévendre le dossier. Et là où le dossier est préaccepté, de proposer la visite vertueuse dans l'appli. Donc on appelle ça une visite vertueuse parce qu'on a 80% de chances d'avoir le bien. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné à ce stade-là, mais on a écrémé une bonne partie de la concurrence et surtout, on sait contre qui on est en compétition. Donc est-ce qu'il faut repositionner le pitch pour le truc final ou pas ? Ça nous arrive de changer un peu la strate pour montrer un angle différenciant sur le dossier qu'on défend. Et offrir déjà une large palette aux bailleurs, mais ça c'est assez important cette phase-là, et on comprend bien d'ailleurs à ce moment-là l'importance d'avoir un allié dans le B2B. Nous on est perçu comme une béquille B2B qui a du volume par rapport à un particulier qui représente un one-shot et qui a peu de poids par affaire en face de l'agent immobilier. Nous on a du volume, on a une marque, et puis on a aménagé une façon de présenter qui nous autorise à parler en premier. À partir du moment où on parle bien, ça y est, c'est fini. On va pas regarder les autres dossiers. On a rassuré, quoi. Oui, et puis ce ne sont pas non plus, je pense, tous les locataires qui seront face à vous sur un dossier qui auront préparé comme vous vos entretiens, etc. Enfin, je veux dire, ça a un poids énorme. C'est sûr. Vu que ça se joue surtout sur des marchés et des zones tendues où il y a 3, 4 ou 10 dossiers pour un bien de qualité, c'est hyper important d'avoir cette préparation en amont. La validation, le budget financier qui est validé, qui est retravaillé, etc., une stratégie de présentation du locataire, etc. C'est sûr que ça peut faire des différences importantes. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on a le capital sympathie humain qu'on met en avant, mais c'est pour rassurer sur la solvabilité tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 choses. Il y a un truc qu'il faut garantir, c'est la solvabilité, et ça on comprend bien.
Il y a pas mal de gens qui font des investissements locatifs et qui vont pas se permettre d'avoir une rupture dans les flux. Donc c'est important que la personne, en tout cas il n'y ait pas d'arrêt de ce système monétaire qui permet à des gens de faire un investissement locatif et d'avoir des apparts à louer, quoi. Donc dans ça on l'a bien compris. En revanche, et ça c'est plutôt plaisant parce qu'on a vu l'évolution depuis 2 ans, il y a une place qui augmente au niveau de l'humain. Même les agents immobiliers ou les bailleurs qui finalement ont envie de redorer le blason et ont envie de prendre le train du customer centrique, et ils ont envie d'écouter des belles histoires en fait. Ils ont envie aussi de se sentir utiles et en fait de se dire tiens, si je favorise ce dossier, je crée indirectement de la valeur, et ça marche en fait. Et ça a été un peu dur au début, mais là je trouve que ça a bien progressé. Ouais. La notion d'humain est récompenser une aventure ou un discours qui plaît, qui résonne auprès d'un bailleur, quoi. Quelqu'un qui est au chômage mais qui crée une boîte, c'est presque plus facile de le vendre pour nous que quelqu'un qui est plat et qui a juste un petit salaire, quoi. Oui, et quelqu'un qui, comme tu dis, qui était au chômage et qui avait des revenus incertains, en dents de scie, etc., il va vraiment tout faire pour honorer son loyer et pour se battre pour pouvoir être d'équerre dans ses règlements, etc. Peut-être davantage que celui qui est très à l'aise, qui sait parfaitement, qui connaît parfaitement la loi, la réglementation, la négo et les éventuels abus de faiblesse, ou au contraire les positions un petit peu abusives que peuvent avoir parfois certains bailleurs. Et donc il y a des gens qui sont pas forcément c'est pas forcément une question de moyens, mais savent très bien s'y prendre pour devenir des mauvais locataires en fait, finalement. Alors, je partage, et j'ai été très surpris de voir quels sont les gens qui sont finalement blacklistés et pourquoi. Mais effectivement, ce sont pas ceux qui sont les plus dans le besoin, qui sont. J'ai pas envie de rajouter de l'eau sur le sucre, donc je vais pas citer les professions, non, etc. C'est pas le but, mais... Ouais, mais c'est vrai que, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse chez nos clients, et on en refuse, hein, par exemple, ceux qui nous ont menti, on les garde pas. Je veux dire franchement, c'est-à-dire qu'on préfère, nous, que le gars nous dise écoute, moi je gagne 1700 €, voilà ma situation, et on prend la décision de défendre ses intérêts, plutôt qu'ils nous disent non, en fait je gagne 3500 €, et quand on découvre sur le dossier que ça a été trafiqué, on lui rend son argent, et voilà. Donc ça c'est très important pour nous, cette transparence, cette honnêteté intellectuelle. Je veux dire, c'est vraiment la base du contrat de confiance qu'on propose chez nous, et c'est aussi un gage de sécurité pour les bailleurs avec qui on travaille. C'est que la personne, même modeste, elle a tellement à cœur, comme on disait tout à l'heure, de transcender sa caste, de faire évoluer le potentiel de sa famille, que bien sûr que c'est les plus bankable. C'est les gens qui feront jamais de problème, ça c'est clair. Ceux qui ont les plus de moyens, ils ont du temps à perdre. C'est là qu'il peut y avoir un risque. C'est là où il peut y avoir un risque, effectivement. Ok, sachant que tu ne te portes pas garant de ton client vis-à-vis du bailleur, puisque ton client c'est le locataire, ce n'est pas le bailleur à qui tu dois un gage de confiance, sécurité. Lui, le bailleur, soit il a parfois un agent qui s'occupe de sa location, et donc il paye l'agent, lui, donc c'est l'agent finalement qui a le propriétaire comme client. Oui. Toi, ton client, clairement, c'est le locataire, c'est lui que tu vas défendre, etc. Ouais. D'accord. Comment est-ce que tu parlais tout à l'heure du locataire qui parfois, j'imagine que c'est minime, mais en tout cas ça peut arriver, qui peut être amené à mentir, comme tu disais, et donc tu vas dans ces cas-là rembourser et passer à autre chose, mais c'est du temps perdu. Est-ce que tu as justement des moyens? Quels sont tes moyens pour vérifier l'authenticité des pièces qu'on t'envoie? Alors, déjà, on en a débusqué 3 depuis notre création. Donc on n'en a pas débusqué beaucoup, parce que quand on discute avec eux au téléphone, s'ils vont plus loin pour s'inscrire sur la plateforme, on leur a déjà dit, si tu m'as pas dit la vérité, etc., c'est pas la peine d'aller plus loin. Déjà, tu mets les choses au clair dès le début. Ah non, mais c'est clair. Ça évite déjà...
Donc ça, voilà. Ensuite, on a des technologies, effectivement, pour savoir, en fonction de la pixelisation des documents, savoir s'il a été retouché ou pas. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on sait que c'est un fake. Ok. Après, on a aussi un partenariat avec locatio.org qui check les fiches de paye, les machins. Donc, non. Ok, ouais, donc il y a des moyens. Ultra contrôlé. Ah ouais, ouais. Il y a des moyens aujourd'hui C'est qui ultra permettent contrôlé. d'identifier le doc. Bien sûr, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Enfin, j'imagine que ça fait partie des avancées des technologies, etc., qui permettent de gagner en sécurité, toi de ton côté, et de vérifier que tu as affaire à quelqu'un. Parce que j'imagine que même si il y a, imaginons, bon, évidemment, tu n'aurais pas monté cette boîte et il y a une grande part de digital aujourd'hui, etc., mais la même boîte, il y a 15 ans, sur laquelle même tu dirais à ton client, bon, attention, on n'est pas là pour perdre du temps et vous moquez pas de nous, envoyez-nous des documents qui vont bien. Si derrière ils savent que tu n'as pas justement ces technologies d'aujourd'hui, et comme tu dis, location.org et la pixelisation, etc., mais il y a 15 ans, au mieux, tu avais un PDF, quoi, je veux dire. Oui. Tu vois, tu Oui. n'avais pas tous ces outils aujourd'hui. C'est vrai. Donc tu te disais, bon, voilà, certes, il me dit ça, mais bon, il y a une chance sur deux que ça passe. Aujourd'hui, ça passe plus. Aujourd'hui, tu as des outils qui sont assez sérieux et assez développés pour être certain que ce qu'on t'envoie, Après, c'est du bon, quoi. Je veux. Après, il peut toujours y avoir des hackers, des pirates, etc., mais on parle en tout cas de 99,9% de... Ouais. Je pense aussi qu'on est quand même capable, nous, de déceler les menteurs. Je veux dire, ça fait partie des apprentissages qu'on donne aux gens qui travaillent chez nous. Oui, et puis c'est du quotidien. Il y a des techniques pour ça. C'est vrai que quand on accède au non-verbal, c'est plus facile. Hein. Donc, que ce soit en visio ou en physique, c'est quand même plus facile de voir avec le corps si la personne dit la vérité ou pas. En tout cas, on met toutes les cordes de notre côté pour avoir un diagnostic précis. Nous, notre mission, c'est de se mettre dans l'âme de notre client. À partir du moment où il y a un problème pour fitter dans cette âme, alors qu'on a toute une méthodologie qui nous permet de le faire très tranquillement, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Bien sûr. Voilà. Et puis comme toi, ton but, c'est de le défendre. Je veux dire, si à la base, tu n'as pas toutes les clés pour pouvoir le défendre, tu n'as pas accès à son dossier de manière la plus transparente possible, c'est fini. Tu vas pas te casser en deux pour quelqu'un qui te cache la moitié de son truc. Exactement. C'est une question de confiance. Je pense que voilà. Non, c'est sûr. Après, on n'est pas que en train de défendre. J'étais en train de me dire, tiens, ce mot, il est un peu. C'est vrai que il y a des gens qu'on défend et il y a d'autres gens à qui on permet d'accéder à ce qu'ils ont le droit d'avoir, Bien parce sûr. que justement, au lieu de prendre l'appart qui traîne, que tu peux choper, tu as décidé de mettre en place une logique pour être heureux chez toi, et c'est un vrai projet. D'ailleurs, quand on pose des questions, certains comprennent pas tout de nos clients, parce que pourquoi tu veux que je te parle de trauma, pourquoi tu veux que je te parle de passion, moi je veux juste un appart comme ça, quoi. Ouais, mais tu vois, cet appart, si tu habites dedans, il y en a qui ont besoin de toucher les murs pour se sentir bien dans un appart, hein. On en fait partie. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre ta vie, ton énergie, qu'est-ce que tu génères, etc. Et je pense qu'on applique un filtre très, très positif sur tout ça, quoi, sur cette équation-là, y compris côté bailleur, en fait. Nous, on présente des gens qui... En fait, est-ce que votre appartement mérite notre client ? Parce que notre client, il est dingue, quoi. Ah, mais c'est ce que parfois on arrive à dire. Ouais. C'est que, écoutez, moi j'ai quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Je peux pas le laisser dans un appart où il y a eu des gens qui sont suicidés, quoi. J'ai pas envie de lui proposer n'importe quoi. C'est clair. Ouais. Voilà. Est-ce que votre appart est à la hauteur de mon client ? Ouais, c'est marrant. Tu renverses le prisme, en fait, de la zone tendue où tu imagines les 15 personnes qui sont dans l'escalier en colimaçon dans les images des émissions Capital il y a 10 ans, là, où ils sont à 15 dans l'escalier, machin, et toi, tu renverse les prix. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est à la hauteur de mon client ? Je vais même te dire que quand on demande à notre coconneur d'être empathique, c'est pas pour comprendre mieux le client, puisque nous on l'a déjà bien compris en amont. C'est pour comprendre l'agent immobilier. Ouais. Oui, ou le bailleur. Oui, est-ce que je perds mon temps avec ceux-là ? Est-ce que par hasard, comme malheureusement 67% des agents immobiliers ou même plus de 80% des propriétaires, est-ce que par hasard vous pratiquez de la discrimination ? Parce que moi, mon client qui est un talent de chez Google, il est black et en fait j'ai pas de temps à perdre, quoi. Ouais. Voilà, donc ça, nous au début, la mission du coconneur, c'est très clairement d'éviter une visite déceptive à son client, d'absorber l'ascenseur émotionnel de toutes ces pratiques discriminantes
comme le CDI, quoi, d'ailleurs. Donc tout ça, c'est pour nous. Nous, on absorbe l'ascenseur émotionnel, on prévend le dossier, et là où c'est préaccepté, on organise la visite vertueuse. Maximum, en 3 visites vertueuses, on a chopé un truc, puisqu'on a à chaque fois à peu près 80% de chances d'avoir. Donc au pire, soit c'est le premier, soit ça se fait aux 2 ou 3e visite vertueuse. Ce que je me rappelle comme chiffre, c'est que c'est un peu variable. Je vais dire un truc qui est ouf, mais je suis obligé de le dire. C'est que pour un dossier classique, CDI, couple, séparation, etc., on est plutôt sur 10 bâches pour une visite vertueuse. C'est-à-dire, j'ai tenté de faire 10 approches, on me dit non, je sais pourquoi. Je peux expliquer à mon client, parce que ça c'est le contrat que qu'on passe avec tous les bailleurs, on demande de la transparence. En revanche, pour un freelance, c'est plus entre 15 et 20. Et oui. Et ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça, faut le savoir quand on démarre, mais c'est ça fait partie de notre boulot que d'absorber tout ça et pour permettre à nos clients de rester concentrés sur leur grand moment de vie, parce que on les accompagne dans un grand moment de vie. Il y a des gens qui sont de plus en plus en séparation, avec plusieurs types de séparation. Il y a la séparation après plusieurs dizaines d'années, avec des enfants où là il y a carrément des gens dépressifs qu'il faut accompagner, et on les comprend, c'est-à-dire c'est des gens qui ont raté un engagement et ils sont bouleversés. Et puis il y a un nouveau mode un peu plus jeune où on se sépare très vite parce qu'on s'est pas engagé, où là je vais te montrer que je me suis démerdé sans toi tout seul rapidement, et là c'est une autre forme de client, pas forcément plus facile à gérer d'ailleurs, parce que plus, tu vois ce que je veux dire, plus agressif, plus je paye le service, donc plus exigeant, tu vois, t'es un peu mon esclave, quoi. Donc nous on a souvent un discours sur les valeurs à faire mettre à bien recadrer pour ça, mais en tout cas ces profils un peu plus urbains où tu consommes tout très vite, ils sont là aussi, dans les séparations, et c'est un peu flippant d'ailleurs par rapport à l'engagement, je trouve, mais bon. C'est ça, c'est la consommation, c'est le non-engagement de la truc, très vite, et je me tout de suite, quoi. Il y a un peu moins de naissances, mais il y en a quand même. Et là, c'est vrai que la première naissance, c'est toujours quelque chose de très impliquant. Et c'est vrai que le garçon, en général, apprécie bien aussi l'arrivée d'un cocooneur. Donc nous, ils sont recrutés sur la niaque, l'empathie, l'humour, mais surtout sur leur capacité à avoir traversé des grands moments de vie et à avoir capitalisé dessus. Et on les recrute vraiment pour ça. Je dis souvent que quelqu'un qui n'a pas bien digéré sa rupture et qui n'en parle pas encore très bien, qui est un peu aigri, termine ta thérapie et reviens nous voir, quoi. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment ce que je pense. Nous, on n'a pas de problème avec les thérapies. Au contraire, c'est des outils magnifiques pour être en harmonie. Cette harmonie, le client, il le sent. On est dans le customer centrique. Je suis désolé. On travaille avec des techniques de yoga ou des choses comme ça qu'on met à disposition des cocooners. Tu fais le vide quand tu commences ta journée et ta relation client, quoi. Il n'a pas à payer pour tes problèmes, en fait. Ouais, je comprends. C'est hyper important. Donc voilà. Et donc justement sur ce schéma, donc tu valides dans un premier temps, donc tu nous disais en physique ou en visio, le dossier de ton locataire. Une fois que l'histoire, ok. Ouais. Une fois que ça c'est un premier feu vert sur le projet, ce qu'il cherche et ses documents. Après donc tu le mets en lien avec un cocooner. Ouais. Ok. Ces cocooners, on n'en a pas encore parlé. Qui ce sont? Est-ce que, c'est quoi le profil ce sont tes employés? Ce sont des gens qui sont, qui sont indépendants ou qui sont recrutés? Qui sont indépendants, mais qui sont recrutés avec un processus de plus en plus précis. Ok. Tu nous disais que tu en as à peu près 180, c'est ça que tu disais? 188 sur l'Hexagone, sur le top 15 villes françaises, puisqu'on est présent dans les principaux bassins d'emploi. Mm-hmm. Et effectivement, on les recrute un peu partout. Au début, on avait une grosse base d'agents de relocation. Et en fait, peut-être un peu trop d'ancienneté, pas envie de remise en cause. Enfin, je sais pas, on n'a pas encore réussi à faire muter vers une logique vraiment de customer centrique. On en a quelques-uns qui sont restés avec nous, mais il y en a d'autres qui sont partis. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la Cocoon Academy, pour bien former les gens au customer centrique, pour bien comprendre ce qu'il faut faire et pas forcément imposer comme tout le monde le fait sur un marché de l'offre. C'est facile de le faire, donc on cède à la tentation. Et je les accuse plus. Autant j'étais un peu dur au début de Cocoon, autant maintenant je suis plus cool sur ça, mais en tout cas, il y a des gens qui ont donc l'agnac, ça c'est indispensable, c'est cet côté un peu, cet esprit vif qui permet d'être réactif, qui a un peu de système D.
je demande à la gardienne. J'ai cette habitude-là, voilà, d'être sur le terrain, d'avoir l'œil du tigre, quoi. Cette énergie qui est un petit plus. L'empathie, ça c'est le suprême, hein, c'est la classe, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre pour bien sentir les émotions, ça, c'est très important. L'humour, c'est notre petit plus qui, je pense, nous différencie un petit peu déjà d'autres systèmes de pensée. Mais bah oui, parce que on est dans un grand moment de vie, il faut savoir dédramatiser, quoi. Et franchement, on est bon joueur. On nous dit non une fois, la personne elle est redevable pour la prochaine. De toute façon, on a 150 dossiers par mois, donc au final, on se retrouvera en face, quoi. Donc en fait, petit à petit, on voit bien que les gens ils ont envie de bouger et qu'ils sont réceptifs à ce truc. Mais donc ça, c'est les 3 valeurs qu'on va chercher. Et après, il y a cette capacité à avoir traversé des grands moments de vie, ce qui limite un petit peu les plus jeunes. On a essayé des 18 ans, 20 ans, mais ils sont un peu en manque de maturité pour accompagner tous les profils. Alors, on fait pas encore beaucoup les étudiants, on fait les alternants, mais on fait pas encore beaucoup les étudiants. Donc voilà, donc on a des gens qui sont très différents pour répondre plus précisément à ta question. Il y a encore des agents de relocation et des agents immobiliers qui ont envie de réinventer un peu leur métier, qui font partie des coconneurs, qui ont envie de ça, qui attendaient ça d'ailleurs. Donc on est peut-être pour 35%. Tu vois, comme ça. 25% qui sont plus des métiers assez créatifs, design, graphiste, dans la pierre, hein, très dans la pierre. Je fais homestaging, je fais de la déco. Enfin, je suis déjà dans l'IMO, j'adore ça. Archi d'intérieur et tout. Et je viens faire un complément de salaire, puis je viens apprendre des nouvelles techniques, et puis je viens me mouiller un peu dans un nouveau truc. On a des globetrotters. Ça, on a beaucoup bossé avec eux parce qu'ils sont à fond et puis après ils partent en voyage et ça c'est super parce qu'il n'y a pas mieux qu'un globetrotter pour présenter une ville, notamment pour ceux qui connaissent pas la ville et qui sont en mobilité professionnelle et qui arrivent dans une ville. Bah ouais, les bons plans présentés par un globetrotter, c'est top, ça n'a pas de prix. Ouais. C'est top. Il connaît tout par cœur. C'est top. Ouais, et puis il sait en parler, quoi. Il sait te donner envie, quoi. Le mec, on lui a fait la même chose dans ses voyages. Il te le retranscrit avec un truc que n'ont pas les autres. Donc ça c'est top. Et puis on a quelques consultants, quoi, qui ont envie de défendre les dossiers les plus démunis, qui font ça vraiment pour pas se donner bonne conscience, mais pour participer un petit peu à rétablir un peu la justice, quoi. Ouais, c'est ça. Un sentiment un peu comme ça. De faire que la balançoire ne penche pas trop d'un côté bailleur, et de vouloir un peu rétablir et de défendre un petit peu aussi des gens qui parfois n'ont pas tous les capacités de trouver leur bien par eux-mêmes, soit parce qu'il y a trop peu d'offres, soit parce que voilà, il y a un peu de monde sur le dossier, donc chaque fois ils se rendent compte qu'ils sont pas l'élus, quoi. Exactement. Et pour finir sur ces recrutements, on est toujours. Tu recrutes On est toujours. On est toujours. En fait, en gros, pour pouvoir gérer les volumes qu'on a aujourd'hui, on est 188, mais il nous en faut encore 120, je pense, pour gérer la France, parce que là, ça explose bien. Oui. Et sachant que c'est 300 en permanence, donc nous, notre process de recrutement, il est permanent. Pourquoi ? Là, sur les campagnes qu'on a faites, les peu de campagnes qu'on a faites, tu vois, sur 1000, on en a retenu que 7. Ah oui. Ah ouais. Parce que tu cherches des profils aussi quand même assez... tu sais ce que tu cherches, quoi. Et tu sais effectivement les profils qui matcheront pas forcément. Tu parlais des étudiants ou des jeunes, des très jeunes actifs, etc. Tu sais que... Et ce sont souvent d'ailleurs ceux-là qui ont besoin aussi au tout début de leur carrière des compléments de revenus. L'étudiant qui a fait un petit peu de service dans un resto et qui par exemple avec la crise Covid a vu son job s'arrêter. Bon voilà, ce genre de profil parfois cherche un complément de revenus, mais toi tu sais d'expérience effectivement que pour accompagner un couple de 35 ou 40 ans ou quelqu'un qui est justement en séparation comme tu disais, c'est bien d'avoir quelqu'un qui leur ressemble. Et qui soit pas quelqu'un qui a 19 ans et qui a fait 3 mois de barman, quoi. Ouais, t'as tout compris. T'as tout dit. Et c'est tellement...
Enfin, c'est pas de la ségrégation par l'âge, mais on a eu des cocooners de 75 ans qui étaient extraordinaires, justement. Parce qu'ils ont de la bouteille, parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Mais en même temps, on dit pas non, puisque la Cocoon Academy, elle est là pour former ceux qui ont envie d'aller loin et qui veulent. Donc, on est en train de dire, il y aura de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, entre les demandes, parce qu'on fait un matching, donc si la personne ne te ressemble pas, quand tu as 19 ans, tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu n'as pas beaucoup d'anecdotes, t'as pas beaucoup. Bah, c'est compliqué de te matcher aussi, parce que en fait, voilà. Ouais. Donc, soit tu es un espoir, et on a des cocooners en alternance et en stage aussi, qu'on forme justement pour aller sur les missions les plus dures. Dans le cadre des entreprises, on a aussi accès à des logements intermédiaires, donc pour aider nos clients entreprises sur des parcours d'accident de la vie. Je prends toujours cet exemple-là, mais une conseillère bancaire qui se sépare, qui a 3 enfants, qui gagne 1400 net par mois et qui cherche un T4, bon courage quoi. Parce que autant t'avais 2 salaires, c'était un dossier qui passait, autant d'un seul coup t'es dans un dossier très fragile. Donc pour les accidentés de la vie, on a des solutions. Pour l'instant, on les développe avec nos clients entreprises parce qu'il y a plus de sens, de valeur. C'est vrai que c'est beaucoup de temps et puis c'est d'autres process pour rechercher. Donc on les met dans une dynamique B2B plutôt que. Donc c'est pas la peine pour les particuliers de nous demander des prouesses là-dessus. On les accorde pas aux particuliers. Par contre, pour aider une entreprise à garder ses talents, ça y est, on sera toujours là. Ok. On termine sur le cocooner. J'imagine que, alors c'est peut-être une tendance très récente, juste crise Covid, ou peut-être un petit peu plus ancienne, parce que moi je suis convaincu que le Covid a accéléré en fait des choses qui étaient un petit peu en gestation et qui auraient mis un peu plus de temps à éclore. Mais tu nous disais sur toute la France. Est-ce qu'il y a des villes comme ça où tu sens que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a d'un coup une demande un peu plus forte qu'auparavant? Et du coup tu te dis tiens voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, Poitiers ou Angoulême ou je ne sais quoi, ce sont des villes où on n'avait pas forcément pensé à ça tout de suite, mais là il y a de la demande locative et donc on va essayer de prendre un cocooner local pour accompagner nos clients locataires. Est-ce que tu sens comme ça des tendances locales qui émergent? Bien sûr. Dans les grands moments de vie de nos clients, on a donc les naissances, les séparations. On a 2 nouveaux types de demandes là. Il y a les traumatisés du Covid qui vont donc chercher à mieux vivre ailleurs, plus d'espace, plus d'extérieur, et voir, ils vont s'éloigner un peu, peut-être un pied-à-terre en co-living ou une chambre à louer un jour où ils vont dormir à Paris, et ils vont s'éloigner. Bon, ça c'est. Et là, ils s'éloignent où? Nous, on a enregistré sur Lyon, par exemple, qui est notre première ville d'export de Parisiens, on va dire. Ouais, d'accord. Vraiment, ça s'est intensifié. Là, on a 3 fois plus de missions qu'en 2 ans, quoi. Nous, on est jeunes, on n'a que 2 ans d'activité. On s'est créé en février 2019. On a accompagné plus de 1500 personnes à date, là. D'accord. Et on remarque que Lyon, ça cartonne. Aix, pas mal aussi. Plus de gens qui vont télétravailler dans ces villes-là qui sont assez agréables. Bordeaux a connu un essor et là ça commence à être compliqué, et Nantes ça a été la folie. Là à Nantes maintenant il y a les équipes qui sont sur le terrain qui nous disent prochaine demande pour une maison à Nantes, dites non parce que il n'y a plus de maison. C'est ça, ouais. Donc à la loc, je parle. Ouais. Donc, mais je crois que c'est quasi pareil à l'achat. Moi ce que je vois, on nous a demandé d'ouvrir Angers et Tours, parce que ça c'est carrément des villes très proches de Paris qui ont généré, qui ont été en accord avec ce constat sur la demande traumatisée du Covid. Et puis il y a une nouvelle conséquence aussi de cette pandémie, c'est le durcissement des règles financières pour pouvoir emprunter, qui fait que il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir acheter et en fait ils n'ont pas l'accord de crédit. Donc on récupère des gens un peu énervés, déçus. Ils se retournent vers la loc. Et la bonne nouvelle pour eux, et je voudrais pourtant, s'ils écoutent, leur donner un grand message d'espoir, c'est que t'allais acheter quelque chose peut-être où tu n'aurais pas pu vivre dedans parce que c'est des petits, etc. Alors que là, la loc, finalement, t'es hyper agile, t'es hyper mobile et t'accèdes à des trucs incroyables. Voilà. Surtout si t'es un tout petit peu mobile, c'est fou quoi. Donc je crois qu'il faut peut-être aussi se détendre sur ce qu'on a appris et ce qu'on a dans la tête depuis l'après-guerre. Passer par l'étape d'être propriétaire, ça correspond pas forcément à tout le monde. Et parfois le destin aide aussi à comprendre le truc quoi. Ouais. Je comprends. Ouais, mais puis bon, effectivement, le propriétaire, c'est souvent dans les têtes, c'est un peu le Graal, mais
Mais parfois, si en plus aujourd'hui les carrières sont de plus en plus courtes, les déplacements, on s'en rend compte, c'est aussi devenu une norme et quelque chose qui se répète de plus en plus. Donc parfois, ça peut avoir du sens aussi d'avoir un peu plus de flexibilité, avec peut-être un logement qui sera beaucoup plus grand, voilà, plus intéressant à y vivre, d'autant plus si on a un projet de vie qui est pour 1 an, 2 ans, etc. Et on ne sait pas forcément très bien ce qu'on fera tous en 3, 5 ou 10 ans. Donc ça a du sens aussi de se poser cette question-là. Est-ce que résidence principale à tout prix, ou est-ce que ça permet de louer, en tout cas temporairement, le temps que le projet se précise, ou que, comme tu disais, soit les banques desserrent un peu les taux, soit la capacité à emprunter de ton client, peut-être que dans 2 ans, il gagnera mieux sa vie, et donc qu'à ce moment-là, peut-être qu'il pourra emprunter plus facilement. Très clairement, je trouve que tu as bien résumé le truc. Si le projet, ça dépend du projet, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont sur des visions très longues, quoi. Non, c'est fini ça. Enfin, c'est donc, de plus en plus, voilà. Nous, on a déjà depuis 2 ans, on a déjà des gens qui ont utilisé 3 fois le service, qui ont déjà déménagé 3 fois. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais te demander. C'était la première question. Est-ce que tu as des clients récurrents, je veux dire des clients 1 fois, 2 fois, 3 fois? Je me rappelle quand on a pitché. Au début, on avait cette data. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on déménageait 3,5 fois dans une vie. Aujourd'hui, c'est déjà 3 fois ça pour les millennials, et je te parle même pas de la génération Z. Donc, en gros, on déménage aujourd'hui pour marquer un coup. Pour marquer change de boulot, je déménage. Tu vois ? Et on a donc plus le même rapport au chez-soi, et même la génération Z qui n'a pas envie de posséder. Complètement. Je veux dire, tout est dans la loc, l'usage. Dans l'usage, exactement. Ouais. Donc tout ça est très intéressant à voir, mais en tout cas, le rapport au cocon change en fonction de quelle étape dans ta vie tu es. C'est pareil, nous on a des gens qui cherchent un vrai cocon au sens où on l'a connu pour faire un nid et avoir sa famille et ses enfants, où là c'est vraiment la définition du cocon, mais un jeune actif qui sort de l'université de Toulouse, qui prend son premier job à Paris, son cocon, lui, c'est son intégration dans le quartier, et c'est vivre la folie de Paris quand c'est possible, parce que quand il y avait la pandémie, c'était compliqué. Mais la folie. Je veux dire, c'est ça, quoi. Les gens recherchent des choses différentes. En tout cas, si on revient à un regard émotionnel et énergétique, c'est très cohérent. Il y a un âge pour rechercher un type d'émotion, un type d'énergie, qu'il y a un autre âge où quand on procrée, ou quand on se sépare, ou on fait le bilan sur sa vie, ou qu'on se réoriente, c'est des énergies différentes, et tout ça, nous on les expérimente au quotidien dans nos missions avec nos cocooners, qui ont ce grain pour améliorer ce qu'on apprend tous les jours, et je dis souvent que la Cocoon Academy, c'est un peu un laboratoire de ce qui se fait d'expérience client, mais sous le filtre émotionnel, quoi. Ok. Tu nous parlais tout à l'heure de tes clients particuliers, enfin locataires particuliers, et puis tu as dit un mot sur lequel je voudrais revenir, sur tes clients entreprises. Tu parlais du B2B. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Donc c'est une partie importante de ton activité. Qu'est-ce que ça représente en fait en termes de pourcentage? Est-ce que tes clients viennent s'inscrire parce qu'ils sont particuliers, ou parfois justement des clients pros, des comptes pros? Quel est ton... Alors, le ratio, on le maintient pour l'instant à 50-50. D'accord, ok, oui, donc c'est une part très importante, le B2B quand même chez vous. Ouais. La vision de départ, c'était vraiment de proposer aux entreprises de pouvoir attirer et fidéliser des talents avec une vraie stratégie logement, avec un accueil hyper personnalisé. Donc, il y a un moment qui est très compliqué, c'est le pré-boarding. C'est-à-dire, vous avez recruter un talent, il donne son préavis, il a 3 mois, dans 3 mois il est chez vous, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois? Bien souvent, il est surchassé à cette période, et il a d'autres opportunités. Et si il a passé des super entretiens et que l'émotion retombe, eh ben, il peut se faire capter par quelqu'un d'autre, en fait. Donc nous, on intervient à une phase où on te met dans ta ville, quoi. Et ça, c'est une phase d'euphorie qui continue, en fait, pour celui qui arrive. Donc là, on est plutôt très pertinent. Et puis, du coup, il y a des secteurs qui nous ont fait confiance assez rapidement. Donc des secteurs de la tech qui vont recruter des compétences pénuriques à l'étranger. Ça, c'est les scale-up. Mais c'est aussi les ESN, les consultants en hardware qui font l'interface justement avec le développeur que personne ne comprend et le business. C'est aussi des gens qui sont recrutés et qui arrivent du Maghreb, enfin qui arrivent de plein de pays différents, et qui doivent trouver un logement, et qui sont malheureusement très discriminés.
Donc c'est un vrai pain pour les entreprises. Il y a des gens qui ont compris, comme Sodexo, Circles, comme les conciergeries, que finalement il n'y a pas que ceux qui sont en mobilité qui ont besoin de ce service. Enfin, je veux dire, celui qui est dans l'entreprise, qui se sépare, justement il a besoin du service. Donc avant qu'il soit payé par la marque employeur, ce qui est notre ambition, il est proposé dans une conciergerie classique dans l'entreprise, et avec un discount, et puis tu peux t'acheter le service, et puis si tu en as besoin, tu l'utilises. Et puis après, il y a la bataille de talents aujourd'hui. Nos clients, que ce soit des clients, il y a un turnover assez important sur les talents. On parle du chiffre magique de 21%. En gros, c'est assez vrai. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, il y en a 21% à la fin de l'année qui vont partir, quoi. Et donc, toutes les marques employeurs ça, c'est une moyenne, quoi. Ouais, se disent comment est-ce que je fais pour retenir, comment est-ce que je peux agir sur ça. Et nous, avoir un service ultra personnalisé dans un premier temps, puis une conscience, une stratégie autour du logement qui est d'ailleurs devenu un lieu de télétravail, c'est carrément ça que viennent chercher maintenant des comptes du CAC 40 chez nous, parce que déjà ils en ont marre de voir leurs talents partir là où il y a une meilleure marque employeur, et du coup ils se disent mais moi aussi je veux garder mon talent, quoi. Je veux le garder et je veux le fidéliser, donc il faut que je lui propose quelque chose qui l'intéresse. D'accord. Et c'est vrai que la marque employeur, on en parle depuis 5 ans, mais il n'y a pas grand chose qui est fait plus que des décisions de QVT, etc. Les DRH ont été beaucoup chamboulés, beaucoup disruptés, ils n'ont pas pu prendre toutes les décisions, ils ont rarement des budgets aussi conséquents qui sont alloués là-dessus. Donc là maintenant, l'avantage d'avoir, si tu veux, pivoter en B2C à cause de la pandémie, puisque les prescripteurs en B2B n'étaient plus là pour nous donner des instructions, fait qu'on a fait beaucoup de runs, on a eu beaucoup d'expérience sur le terrain, et du coup, on revient avec une expertise pour le DRH qui est extrêmement précieuse. Oui, on sait gérer ceux qui vont avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Oui, on sait gérer les séparations. Oui, on sait gérer même temps freelance. Oui, ceux qui ont eu un malaise avec le Covid, machin. Oui. Et donc, tu vois, on a ce côté de tiers de confiance. On va pas rompre le contrat de confidentialité, mais par contre ils peuvent compter sur nous. On est suffisamment bienveillants et nos process le prouvent pour que finalement les gens, on s'en occupe dans un grand moment de vie, et nous de dire aux entreprises, mais plutôt que d'en réfléchir qu'avec la mobilité, ce qu'on comprend, mais élargissez à tous les salariés dans un grand moment de vie, soyez présents avec la marque employeur. C'est ça qu'ils attendent, c'est ça. D'accord, ok. Et donc, tes interlocuteurs au sein des entreprises sont parfois les cadres, mais surtout les DRH, avec qui justement tu proposes ton service, dans le but justement que eux puissent fidéliser un maximum leurs employés, quoi. Ouais, il y a plusieurs services. Il y a les office managers, quand c'est pas encore très structuré dans les choses, où là on partage les bons plans, donc là ils nous envoient des clients régulièrement. Il y a des au service mobilité pour les structures un peu plus grosses, et les DRH pour ceux qui veulent vraiment regarder les choses en face et se dire ouais, ok, d'accord, est-ce que c'est un levier de la marque employeur ou pas, quoi. Ok. Et tu vois, je voyais là, il y a eu un truc sur un groupe américain, je crois que c'est Amazon, qui a créé son village pour pouvoir filer des logements, parce que du coup tu crées un bassin d'emploi, d'un seul coup l'immobilier monte, parce qu'ils n'attendent pas non plus d'attendre la fin de l'année pour te dire que le prix doit augmenter, hein. La semaine dernière t'as fait tout le monde dans la semaine, quoi. Ouais. Ça me fascine toujours autant, mais du coup ils ont décidé de créer un peu ce qu'on avait dans les années 70, on parlait de Lille tout à l'heure, mais dans des trucs un peu miniers, où tout le monde habite dans le même truc. C'est pas du tout recommandé en termes de marque employeur pour garder un talent. Le mec, il a pas envie d'habiter avec le gars avec qui il a bossé dans la journée. Donc non, l'idée c'est lui donner le choix avec un service ultra personnalisé qui te ressemble et qui va chercher comme si c'était pour toi, mais que ça te permette du coup que ça soit attribuable à la politique de marque employeur de l'entreprise. Et c'est ça, à mon humble avis, qui pourra faire baisser petit à petit des ratios assez fous qu'on voit sur la volatilité des talents, quoi. Mais en tout cas, la bataille des talents, elle a bien lieu. Et là, c'est reparti avec l'ouverture des frontières. Ça y est, quoi. Je veux dire, on voit bien que la croissance française et les quelques grosses licornes là, qui sont apparues récemment, elles recrutent à fond, et les compétences, elles sont pas encore formées en France, quoi, sur certaines technologies. Donc, il faut bien les trouver ailleurs.
Et du coup, nous, on aimerait bien que la France soit une vraie terre d'accueil pour ces talents, pour que nos entreprises continuent de créer de l'emploi. C'est ça. Et toi, de les aider à accompagner leurs salariés et leur trouver un logement. Écoute, merci beaucoup, Lénaïque. On arrive sur la conclusion de cet entretien, de cette interview. J'ai pour habitude, moi, de demander à mes invités si tu peux nous parler d'une expérience passée dans ta vie pro, perso, peu importe, mais de quelque chose qui t'a... où sur le moment tu t'es dit, tiens, mince, j'ai échoué, ça a été un échec, et puis finalement, ça m'a appris, j'ai appris de cette expérience, et j'ai appris, je ne referai plus la même erreur, et voilà, le partager à d'autres, ça peut être aussi parfois pour des gens plus jeunes ou qui démarrent un petit peu plus dans la vie, un conseil intéressant. Est-ce que tu as une expérience comme ça où un échec passé pro, tu te dis, tiens, ça j'ai appris, ça m'a permis d'avancer et finalement j'ai réussi à retourner le truc et je m'en sers aujourd'hui? Ouais, écoute, j'ai un cas en tête qui est assez parlant. Il y a eu un moment très particulier où j'ai cru que j'étais artiste et DJ. Et donc quand j'étais dans l'événementiel, j'organisais pour jouer. Et j'ai toujours aimé ça. Mais force est de constater deux choses. Un, ça forçait un peu d'organiser pour jouer. Donc c'était pas une vraie reconnaissance. Deux, il y avait beaucoup de signaux qui étaient au rouge. Et trois, quand je suis rentré dans les bienfaisances des thérapies dont on parlait, et dans la compréhension de pourquoi il y avait ce besoin de reconnaissance artistique et pourquoi finalement quand t'enlèves ta névrose, il n'y a plus ce besoin, c'est là où je suis devenu réellement entrepreneur et non plus artiste. Et très honnêtement, c'est là où les signaux sont devenus verts. D'accord. Parce que j'étais à ma place en fait. Et le message que j'avais envie de dire, c'est que quand les signaux sont trop au rouge, il faut oser créer les conditions pour passer au vert. Et qu'est-ce que j'en ai retenu de cette expérience? Parce que j'ai quand même été dans des pays pour jouer et quand même j'ai partagé des moments. J'en ai retenu ce regard très particulier qu'on porte aujourd'hui avec Cocoon sur l'expérience client, qui est un regard émotionnel. Je parle souvent de l'effet Pink Floyd par exemple, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est onboardé dans son service, si à un moment donné il y a une baisse de flow, une baisse d'énergie, il y a donc une création de doute et une angoisse peut-être, N'oublions pas qu'on a des clients qui sont dans un grand moment de vie, donc si ça baisse, ça réveille des choses un peu fortes. Donc notre métier à nous, c'est de faire en sorte que ça soit contenu et que ça monte. Au moment où il signe, c'est l'apothéose, c'est le feu d'artifice à la Pink Floyd. On a toutes les phases dedans. Donc on a gardé une phase très très humaine de ça, et puis peut-être aussi la volonté de faire travailler des artistes aujourd'hui sur notre façon de communiquer. C'est quelque chose qui est resté de cette période. Donc il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. C'est juste qu'à un moment donné, quand on observe bien et qu'on a le radar qui n'est pas forcément brouillé, on va là où il y a plus de signaux verts pour que ça puisse être une vraie traction, qu'on passe plus en force, quoi. Ok, écoute, super, on va méditer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, Lénaïque, pour cet entretien, et puis on te retrouve toi à titre perso sur ton compte LinkedIn. C'est là qu'on avait échangé pour justement caler cette interview. Et évidemment, Cocoon. Ton site, c'est cocoon.fr, donc kokoon.fr. Et on est très ouvert à échanger plus avec des gens de l'investissement locatif. C'est aussi l'intérêt pour nous de participer à ton podcast, c'est qu'on travaille beaucoup avec des agents immobiliers, on travaille beaucoup avec quelques directs propriétaires, on travaille un peu moins avec des investisseurs locatifs, et pourtant je pense qu'ils ont extrêmement besoin de remplir en permanence leur... Pour les investisseurs, le locataire, il n'y a pas de projet locatif garanti tant que c'est pas loué. Ouais. Donc le locataire, c'est le client numéro 1 des investisseurs. Donc effectivement, il y a tout intérêt à se rapprocher de vous. Franchement, nous on est hyper open. Après, comme on a donc un filtre au niveau des valeurs quand même, qui est très fort. Mais après, à partir du moment où on s'entend sur ces valeurs, c'est le bonheur de travailler tous ensemble. Et puis je pense que les investisseurs sont, en tout cas moi de ceux que je connais, ceux que j'accompagne, sont sûrement très friands d'avoir
des locataires, j'allais dire des clients, mais non, enfin, quelque part, ce sont eux qui les payent. Donc oui, ce sont des clients, mais ce sont leurs locataires avec des histoires de vie intéressantes, un côté humain qui va les intéresser et faire écho à quelque chose dans leur vie passée, etc. Enfin, c'est hyper intéressant aussi pour un investisseur d'avoir un locataire qu'il va sentir et qui va vouloir accompagner lui aussi et proposer un logement décent, bien équipé, bien meublé. Donc c'est tout intéressant. Enfin, c'est très intéressant aussi pour un investisseur d'être sûr que son locataire est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a été accompagné, qui a un dossier sérieux, mais aussi un côté humain important. C'est capital. Ok. Ouais. Bah, super. Bah, merci et merci à toi. Et puis à bientôt. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé, sans doute si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos réseaux sociaux ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positifs et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao!